J'avais fini. Cette fois, je le pensais. Il y a eu plusieurs fois dans ma vie où je me suis retrouvé à y réfléchir, à envisager de faire mon voyage de l'autre côté. La dernière fois, j'avais appelé la hotline suicide et j'avais finalement décidé de donner une nouvelle chance à la vie. Pas cette fois. Je me sentais complètement en paix à ce sujet. Cette fois, j'étais vraiment prêt. J'ai glissé la corde autour de mon cou. La corde était attachée à une boucle métallique qui était percée dans la charpente pour être sûr que je n'échouerais pas. J'ai levé mon pied, prêt à descendre de la chaise. Puis, quelqu'un a frappé à la porte. Qui diable pourrait frapper à la porte? J'ai dépensé chaque dernier dollar que j'avais pour louer cette cabane isolée où je pouvais passer mon dernier week-end en beauté et en paix. La cabane la plus proche était à environ 2 kilomètres. La curiosité a eu raison de moi. Ce n'est pas comme si la corde allait se sauver quelque part. En regardant par la fenêtre, je pouvais voir un homme portant un sweat noir, avec la capuche relevée. Il frappa à nouveau, plus fort. « Ah, bon sang !» ai-je dit à haute voix. Je voulais que ce soit paisible, et ce connard ruinait l'ambiance, bousillant mon plan. Je sortis de la chambre simple vers le grenier, et descendis les escaliers où se trouvait le salon, la cuisine et la porte d'entrée. Comme il ne semblait pas partir de lui-même, j'ai ouvert la porte. « Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je dit grossièrement. « Bonsoir, monsieur. » dit l'inconnu, un peu trop gentiment. Il avait les cheveux noirs et une barbe bien taillée. « Ma voiture est tombée en panne à environ 800 mètres sur ce chemin de terre, et je me demandais si je pouvais utiliser votre téléphone. » L'homme ressemblait à un vendeur de voitures d'occasion. « Je n'ai pas de téléphone, » lui ai-je dit froidement. C'était un mensonge, bien sûr. « Oh, je suis sûr que vous avez un téléphone. Toutes les cabanes ici en ont. » Pas celle-ci. J'ai commencé à fermer la porte quand il a mis son pied dans la brasure, m'empêchant de fermer la porte complètement. « Cela ne me prendra que 30 secondes, puis je serai parti. » Sans même lui donner une réponse, je l'ai poussé loin de la porte et l'ai claqué. Pour faire bonne mesure, j'ai également verrouillé le pen dormant. J'aurais dû être plus dérangé, mais vraiment, j'étais juste grincheux à propos du timing du mec, ruinant ma mort paisible. Pourquoi devrais-je aider ce gars de toute façon? Personne ne m'avait jamais prêté main forte. C'est comme ça que ça fonctionne, ce monde cruel. Personne n'en a rien à foutre. Et qui met le pied dans la porte de quelqu'un de toute façon? Je suis remonté à l'étage et j'ai regardé par la fenêtre pour le regarder partir. Il était censé être parti, mais je n'avais pas vu. Le chemin de terre menant à la cabane était long et droit. Je devrais pouvoir le voir s'éloigner, encore. J'avais besoin de m'assurer que ce type était parti, afin que je puisse retrouver la paix avec la mort. J'ai vérifié toutes les fenêtres à la recherche du cinglé. Rien. Il a dû courir ou quelque chose comme ça, et ça l'a fait disparaître rapidement. J'ai chassé ce connard de mon esprit, il était temps de retrouver la paix. J'ai réalisé que le soleil commençait maintenant à se coucher sur les sommets des montagnes voisines. Pourquoi ne pas les regarder? Ce serait mon dernier coucher de soleil, et c'était vraiment magnifique. J'ai tiré le confortable fauteuil inclinable vers la grande fenêtre à l'étage. Des couleurs brillantes d'orange et de rose remplissaient maintenant le ciel. Les nuages ont été brisés, créant l'apparence d'une grande belle voile à l'horizon. Ça y est, mon beau chemin vers l'au-delà s'était présenté. Il était temps de prendre le chemin. Debout sur la chaise, j'ai de nouveau placé la corde autour de mon cou. Je me suis positionné de manière à faire face au coucher de soleil. À ce moment-là, j'étais complètement en paix avec ma mort. Un grand fracas à la porte m'a tellement surpris que j'ai failli tomber de la chaise. « Mais putain !» Cette fois je l'ai crié à haute voix. Une fois de plus, mon beau moment paisible avait été brisé. J'ai enlevé la corde et je suis allé à la fenêtre d'en face pour voir qui avait tout foutu en l'air. Cette fois, ce n'était pas le cinglé à capuche qui se tenait à la porte. C'était une fille. Elle pleurait et paniquait, frappant à plusieurs reprises. Alors que je m'approchais de la porte, je pouvais l'entendre implorer de l'aide. À la seconde où je l'ai ouverte, elle s'est précipitée, claquant la porte derrière elle. « Qu'est-ce qui ?» J'ai commencé à demander. Mais avant que je puisse terminer ma question, elle a tendu la main et m'a serré dans ses bras. Jamais de ma vie, je n'avais senti quelqu'un m'enlacer aussi étroitement que cette fille qui pleurait, le faisait en ce moment. Tout mon comportement a immédiatement changé. Je l'ai enlacée en retour. « Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas ?» lui ai-je demandé avec une réelle inquiétude. Elle recula et me regarda dans les yeux. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que, même à travers ses larmes, elle était absolument magnifique. Ses longs cheveux noirs mettaient en valeur ses beaux yeux verts.
Ils étaient d'une nuance de vert que je n'avais jamais vue auparavant. Pendant un instant, je me suis perdu dans ses yeux. Je suis revenu à la réalité quand elle a commencé à parler. « Il l'a tué. Il a tué Jess. » Elle sanglotait. « Quoi? Qui? C'est qui, Jess? » « Cet homme. Il est venu à la porte. Il a demandé à utiliser le téléphone, alors je l'ai laissé entrer. Puis il a sorti un couteau et il l'a tué. » La jeune fille éclata en sanglots incontrôlables et enfouit son visage dans mon épaule. Je la serrai fort. Ça m'a frappé à ce moment-là. Elle venait de décrire l'homme qui avait frappé à la porte plus tôt. Putain de merde, cet homme avait tué quelqu'un. J'ai conduit la fille dans la cuisine où j'ai appelé le 911. 911, quelle est votre urgence? Je m'appelle Dean Johnson, il y a eu un meurtre, s'il vous plaît, venez vite. Je lui ai donné l'adresse de la cabine dans laquelle je logeais. Heureusement, c'était sur une carte près du téléphone fixe. J'ai demandé à la fille l'adresse du meurtre, elle ne savait pas. Mais elle a réussi à dire à l'opératrice qu'elle s'appelait Sarah et que quelqu'un venait d'assassiner Jess. D'accord, monsieur. Veuillez verrouiller les portes et rester à l'intérieur. Les secouristes seront là dans environ 30 minutes. 30 minutes? 30 minutes? Il y a un meurtrier en cavale. Je suis désolé, monsieur. Vous êtes dans une région éloignée. Avant que je puisse répondre, on frappa fort à la porte. Sarah a pleuré et j'ai lâché le téléphone. Silencieusement, je me dirigeais vers la porte et regardais nerveusement par le Judas. C'était lui, le connard de vendeur de voitures encagoulé. Il était couvert de sang maintenant et tenait un couteau dégoulinant. « J'ai besoin d'emprunter votre téléphone !» dit l'homme. Sa fausse gentillesse avait été remplacée par un ton maniaque et fort. Boum. Il a donné un coup de pied à la porte. Et j'ai couru à la cuisine pour prendre mon propre couteau. Sarah en tenait déjà un. Boum. Il y a eu un autre coup de pied. Nous étions là, terrifiés et ne sachant que faire. Je me suis préparé pour un autre boum, mais il n'y en avait pas. C'était silencieux. Pourquoi ne montes-tu pas à l'étage? Ai-je dit à Sarah. Je vais rester ici au cas où. Je suis venu dans cette cabane préparé à rencontrer la mort, mais Sarah ne méritait pas ça. Je venais juste de la rencontrer, mais j'éprouvais un réel désir de la protéger. Sarah hocha la tête et monta les escaliers. Juste au moment où elle franchissait la dernière marche, la vitre de la porte arrière coulissante en verre explosa sous l'effet d'un rocher. L'homme est entré en grimpant par la grande fenêtre. J'ai attrapé un vase sur la table et lui ai lancé de toutes mes forces, mais malheureusement, je l'ai loupé. Le couteau toujours à la main, j'ai pris une chaise en bois et je l'ai chargée avec une bravoure que je n'avais jamais ressentie auparavant. La collision nous a fait tomber tous les deux au sol. Je lui ai donné un coup de couteau visant le cou, mais je l'ai encore raté. J'ai quand même coupé son visage. Il m'a riposté, me faisant une profonde entaille dans le haut de la poitrine. J'ai roulé en arrière essayant de me relever. Avant que je ne sois tout en haut, la chaise m'a frappé au visage et m'a fait tomber au sol. J'ai bégayé et essayé de me remettre sur mes pieds, avec une autre entaille qui m'a manqué de peu. J'ai commencé à frapper et à frapper sauvagement maintenant. J'avoue que je ne savais pas me battre, je n'en avais jamais eu besoin auparavant. L'homme m'a claqué le vase que je lui avais lancé sur ma tête, le brisant en morceaux. Il m'a piétiné le visage et j'ai perdu connaissance. Je revins à moi quelques secondes plus tard pour trouver l'homme presque en haut de l'escalier. Sarah criait. Ses cris ont déclenché mon adrénaline et je me suis retrouvé à courir dans les escaliers. Je l'ai plaqué par derrière et lui ai enfoncé mon couteau dans le dos. Et j'ai essayé de le retenir, mais il était bien plus fort que moi. Alors qu'il se relevait, j'ai vu Sarah courir à travers la porte avec ma corde. Au bon moment, j'ai attrapé ses bras, serrant si fort que possible, pendant que Sarah mettait le nœud coulant sur sa tête. Il se battait violemment maintenant. Je savais que je serais incapable de le retenir plus longtemps, même avec le couteau planté dans son dos. Sarah attachait rapidement l'autre bout de la corde à la rampe avec des mains tremblantes. Dans un soudain sursaut de force, le tueur a libéré ses bras et s'est jeté sur Sarah. Je chargeai de toutes mes forces, le poussant vers la rampe. Sarah a également sauté dans le combat. Ensemble, nous avons donné une dernière poussée, renversant le tueur par-dessus la rampe, en dehors du grenier. La corde s'est accrochée. Avec un crack audible, sa chute a été interrompue, tout comme son cou. Nos deux nœuds avaient tenu. Le silence tomba, alors que le corps de l'homme qui avait tenté de nous assassiner se balançait au-dessus du salon, suspendu par un nœud coulant. Mon nœud coulant. Sarah et moi, nous sommes assis dehors, attendant l'arrivée de la police. Elle tenait la serviette de bain sur la profonde coupure dans ma poitrine. J'évitais maladroitement la vérité inévitable qu'elle avait vu le nœud coulant avec lequel j'avais eu l'intention de me suicider.
Elle rompit le silence gêné. « Tu allais te tuer ce soir ?» demanda-t-elle sans détour, mais avec une gentillesse qui ne pouvait être confondue. « Oui, ai-je admis. »« Je t'en prie, ne le fais pas. » m'a dit Sarah en me regardant dans les yeux. Ses yeux larmoyants étaient tout aussi beaux, la plus belle chose que je n'avais jamais vue. « Je ne le ferai pas, ai-je promis, les larmes coulant maintenant sur mon visage, et je le pensais. C'était il y a à peu près 18 mois maintenant, et je suis maintenant heureux de vous dire que je suis toujours là. Je ne veux plus mourir. Mais cette histoire n'est pas seulement l'histoire de comment je ne me suis pas suicidé, mais aussi l'histoire de comment j'ai rencontré ma femme, Sarah. Nous célébrons notre lune de miel maintenant, dans une belle maison de plage surplombant l'océan. Nous avons choisi un emplacement le plus éloigné possible des bois. Nous guérissons toujours, mais nous guérissons ensemble. Sarah guérit du traumatisme de sa meilleure amie Jessica, qui a été assassinée. Je guéris d'années de négligence personnelle et de comportements autodestructeurs. Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais vraiment brisé jusqu'à ce que je rencontre Sarah. Alors que je suis assis ici maintenant, sous le plus beau coucher de soleil que j'ai vu depuis ce jour fatidique, je réalise enfin ce qui manquait à ma vie. Ce qui manquait, c'était le sentiment d'être aimé, et plus important encore, d'avoir quelqu'un à aimer. Le rituel de l'étranger semble être assez récent. Il a en effet été posté le 29 octobre 2014 sur Creepypasta Wiki par un certain Sylar 1610, un fan de Heroes je présume. Je précise que ce rituel a depuis été supprimé du site, comme de nombreux autres avant lui d'ailleurs. Tout comme pour d'autres jeux similaires, le jeu de l'hôte, le raconte au cœur, le jeu de minuit, etc., la partie invocation implique l'utilisation d'une porte, bien que l'on ne sache pas vraiment qui ou quoi est invoqué. Le rituel de l'étranger est une sorte de pacte avec le diable, quoique le démon auquel vous pourriez avoir affaire n'est pas exactement précisé. Je ne peux pas vraiment, en toute bonne conscience, recommander à quiconque de jouer à des jeux similaires, et encore moins à celui-ci d'ailleurs. Il est en effet particulièrement déconseillé. Faire du mal aux autres a toujours été un gros nom dans mes récits, et dans bien d'autres histoires aussi. Vous ne jouez pas seulement à vos risques et périls ici, vous faites aussi courir des risques à quelqu'un d'autre. Joueur, une personne. Exigence, une porte, idéalement faite de bois. La porte doit avoir une serrure, mais elle ne doit avoir ni fenêtre, ni Judas. Une bougie blanche, une bougie noire, un briquet ou des allumettes. Un cadeau. Le cadeau ne doit pas être un objet de pouvoir ou un quelconque talisman. Il devra en réalité en être le contraire. Quelque chose qui n'a aucune connexion de quelque sorte, que ce soit avec vous. Achetez donc ce cadeau le jour où vous avez l'intention d'effectuer le rituel. Des friandises ou des bonbons sont recommandés. Quelque chose pour écrire. Une craie est recommandée. La photographie d'une personne répondant aux spécifications suivantes. 1. Vous devez avoir pris la photo vous-même. 2. La photo doit être aussi récente que possible. Et 3. La photo ne doit pas représenter quelqu'un de votre famille. Voici les instructions. L'invitation. 1. Commencez après la tombée de la nuit. Vous pouvez commencer à n'importe quel moment, tant que le soleil s'est couché. Cependant, pour obtenir les meilleurs résultats possibles, il est recommandé de commencer en étant le plus proche possible de minuit. 2. Assurez-vous d'être seul dans le lieu où aura lieu le rituel. Fermez toutes les fenêtres, tirez tous les rideaux, couvrez tous les miroirs et éteignez les lumières. Gardez la photographie sur vous. 3. Fermez la porte. Avec ce que vous aurez pris pour écrire, inscrivez-y le mot « étranger ». 4. Placez les 2 bougies de chaque côté de la porte. Quelle couleur est placée de quel côté n'a aucune importance. Allumez-les avec votre briquet ou vos allumettes. 5. Placez le cadeau en face de la porte. Si elle s'ouvre vers l'intérieur, assurez-vous également que le cadeau soit suffisamment éloigné pour qu'il ne soit pas touché ou renversé quand la porte s'ouvrira. 6. Frappez à la porte 3 fois. 7. Attendez. Si vous n'entendez qu'un silence pesant dans la pièce, ne continuez pas. Essuyez le mot inscrit sur la porte, verrouillez-la et soufflez les bougies. Attendez jusqu'au lever du soleil. Après celui-ci, vous pourrez déverrouiller et ouvrir la porte.
Si vous entendez 3 coups venant de l'autre côté de la porte, vous pouvez continuer. Ouvrez la porte légèrement, pas plus d'1 pouce ou 2, mais ne regardez pas à l'extérieur. Après avoir fait ceci, tournez-vous et placez-vous dos au battant, ainsi qu'à votre cadeau. L'échange des cadeaux. Derrière vous, la porte s'ouvrira complètement. Vous sentirez alors une présence. Cela indique que l'étranger est arrivé. Ne vous retournez pas, ne regardez pas l'étranger. Si l'étranger n'approuve pas votre cadeau, ne poursuivez pas, ne vous retournez pas, ne regardez pas l'étranger. Excusez-vous auprès de celui-ci, restez où vous êtes jusqu'au lever du soleil. Si pour une raison quelconque, vous ne souhaitez pas continuer à ce stade, présentez des excuses à l'étranger et demandez-lui poliment de partir. La porte se fermera et vous pourrez vous retourner. Essuyez le mot inscrit sur celle-ci, la verrouillez et soufflez les bougies. Attendez jusqu'au lever du soleil. Ne déverrouillez pas la porte avant que le soleil ne se lève. S'il approuve votre cadeau, il vous demandera un nom. Regardez votre photo et dites à haute voix le nom de la personne qu'elle représente. 2. Attendez. 3. Vous entendrez alors la porte se fermer et la présence de l'étranger disparaîtra. Une fois le battant fermé et la présence évaporée, retournez-vous. Votre cadeau ne devrait plus être présent. Essuyez le mot inscrit sur la porte, verrouillez-la et soufflez les bougies. Attendez jusqu'au lever du soleil. Ne déverrouillez pas la porte avant que le soleil ne se lève. 4. Brûlez la photo dès que possible. Ne négligez pas cette étape. Les résultats. Gardez un œil sur les rubriques nécrologiques au cours des 3 prochains jours. Si vous voyez apparaître le nom que vous avez donné à l'étranger, le rituel peut être considéré comme un succès, dans la mesure où n'importe quel rituel de ce genre peut être considéré comme un succès. Note complémentaire. Tant que vous ne vous retournez pas ou ne regardez pas l'étranger, vous n'avez pas à le craindre. C'est votre invité, et en tant que tel, il ne vous nuira pas. Cependant, si l'étranger n'approuve pas votre cadeau, ou si vous choisissez d'abandonner le rituel après l'arrivée de l'entité, il est recommandé de ne plus tenter d'accomplir ce rituel dans le futur. Plus jamais. L'étranger serait très mécontent de vous. Après l'arrivée de l'étranger, il est impératif que vous ne vous retourniez pas ou ne le regardiez pas. Les conséquences peuvent varier d'une personne à une autre, mais au mieux, l'étranger ne partira jamais. Concernant la photographie, n'oubliez jamais de la brûler. Si elle n'a pas été détruite par le feu au moment où la victime meurt, eh bien, disons que vous ne serez plus en état de garder un œil sur les rubriques nécrologiques. FAQ du rituel de l'étranger. Que se passe-t-il si l'on utilise une photo qui ne remplit pas les conditions? Cela ne fonctionnera probablement tout simplement pas. Vous voyez la manière dont une fournée de cookies ne donnera pas ce que vous voulez en sortant du four si vous omettez l'un des ingrédients lorsque vous les préparez. C'est la même chose avec les exigences de tout jeu ou rituel. Que se passe-t-il une fois que l'étranger est parti avec le cadeau et le nom de la personne? Votre environnement va revenir à la normale, même s'il ne faut pas oublier de remplir les instructions qui suivent la rencontre avec lui. Effacer le mot, verrouiller la porte, éteindre les bougies, attendre le lever du soleil pour déverrouiller la porte et brûler la photo. Si j'accomplis le rituel correctement une première fois, puis-je le refaire? Vous pouvez toujours essayer de le refaire. Quant à savoir si vous devriez réessayer, c'est une autre question. Je ne le ferai pas, et ça vaut pour tous les jeux de ce genre. À moins que les instructions n'indiquent clairement qu'il est possible de retenter l'expérience. Je préfère considérer la plupart de ces jeux comme quelque chose à ne faire qu'une seule fois. Dans ce cas précis, je ne pense pas que l'étranger apprécierait qu'on lui demande des faveurs sur une base régulière. Faut-il rester éveillé toute la nuit? À moins que les instructions de quelque jeu que ce soit n'indiquent qu'il faut aller dormir, il est probablement plus sûr de rester éveillé. De cette manière, vous serez conscient de tout ce qui pourrait se produire dans l'espace vous entourant, avant que n'arrive le moment où vous serez en sûreté. Cela dit, tant que vous restez dans la pièce avec la porte fermée une fois que l'étranger est parti, vous devriez rester plus ou moins indemne, même si vous vous endormez. Du moins, normalement. C'est donc une sorte de tueur à gages éthéré. On peut dire ça. Combien de temps ça prend pour entendre les 3 coups à la porte? Si les coups doivent arriver, ils risquent de ne pas arriver instantanément, mais ce sera assez rapide. Vous n'allez pas les attendre 1 heure ou quoi que ce soit. Comment savoir si le cadeau n'est pas approuvé? Croyez-moi, vous le saurez. Que faire si la porte n'a pas de verrou?
Ne réalisez pas le rituel alors. Les instructions stipulent que la porte doit avoir un verrou, donc si ce n'est pas le cas, au mieux, le rituel ne fonctionnera pas. Au pire, eh bien disons que le verrou est là, pour une raison. Quand vaut-il mieux brûler la photo? Faut-il attendre le matin, ou est-il possible de la brûler immédiatement, après avoir éteint les bougies et effacé le nom? Je pense qu'il faut attendre le lever du soleil. J'ai toujours vu cette étape comme étant la dernière, après avoir verrouillé la porte, éteint les bougies, effacé le nom, attendu que le soleil ne se lève et déverrouillé la porte. Est-il possible d'utiliser une photo numérique de la personne? Si oui, suffirait-il de supprimer la photo ou faudrait-il brûler l'appareil sur lequel elle se trouve? Perso, j'éviterai. La technologie qui pointe son nez là où il ne faut pas a tendance à tout faire foirer. De plus, le rituel spécifie très explicitement que la photographie elle-même doit être détruite par le feu, donc je ne pense pas que la suppression marcherait. Ça ignore l'instruction concernant la destruction par le feu. Tout comme je ne pense pas que brûler l'appareil fonctionnerait. Vous brûlez l'appareil, pas la photo. Les détails comptent. La photo peut être elle-même de soi-même. Elle pourrait, mais dans ce cas, vous ne feriez que vous offrir à l'étranger. Si votre vie a de la valeur à vos yeux, alors ne donnez jamais de photographie de vous-même. Que se passe-t-il si l'on filme le rituel avec une caméra? Est-il possible de regarder l'étranger à travers la caméra? Non. Même si vous regardez l'étranger à travers une caméra, c'est toujours lui que vous regardez. Ce que l'on vous dit expressément de ne pas faire. Ne le faites pas. J'éviterai aussi d'amener un quelconque appareil électronique à un rituel. Mais ça, c'est juste mon avis. Vous vous souvenez de cette nuit où on avait tous dormi dehors à la plage? Comment Julie se faisait piquer par les bestioles. Elle n'arrêtait pas de crier et de nous réveiller. Déjà qu'on n'arrivait pas à dormir. J'ai vu quelque chose là-bas. Je ne vous en ai jamais parlé parce que vous ne m'auriez jamais cru. Et surtout, je sais pas si c'est l'effet de l'alcool ou de l'herbe qu'on a prise. Je n'arrivais pas trop à dormir. Le vent, le bruit de la mer, moi, ça me faisait chier. Alors je me suis levé et j'ai marché un peu le long de la plage. Vous étiez en train de dormir. Donc je marche et je regarde l'eau. Je me demande quelle créature qu'on n'a pas encore découvert peut se cacher au plus profond de l'océan. Je m'amuse à imaginer à quoi pourraient ressembler ces créatures. Et c'est là que j'aperçois un peu plus loin sur la plage une silhouette. Elle est debout et elle fixe l'océan. La silhouette me paraît petite, la taille d'un enfant d'environ 10 ans je dirais. Alors je me demande ce qu'un gamin peut faire dehors à cette heure-là. Il était je crois à 3 heures, un truc comme ça. Ça m'inquiète un peu, donc je m'approche pour lui demander ce qu'il fout dehors. Mais il s'est passé quelque chose que je n'oublierai jamais. J'étais suffisamment prêt pour apercevoir que c'était une petite fille. Et elle n'a pas semblé me voir. Le sable a commencé à s'élever dans les airs. Alors je sais que ça a l'air complètement dingue. Mais vous savez, quand il y a du vent sur la plage, le sable vole partout. Là ça faisait pareil. Mais il n'y avait pas de vent. Et ça le faisait que autour d'elle. La gamine était au centre d'une mini tornade de sable. Et je crois, mais j'en suis pas certain. C'est peut-être mes souvenirs qui se modifient, mais je crois que tout s'était arrêté à ce moment-là. Ce que je veux dire, c'est que la mer ne faisait plus de bruit. Les étoiles ne brillaient plus. Rien. Après ça, encore une fois, je n'en suis pas sûr. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il y avait une gamine qui était seule sur une plage, face à l'océan, à 3 heures du matin, et que le sable l'entourait. Moi, je suis comme si quelqu'un m'avait lancé un stupéfixe, vous voyez. Je ne peux plus bouger. Je suis là. Je regarde ce qui se passe. Et puis le sable a comme pris une forme vaguement humaine, grande, et s'est mis devant la gamine, qui n'avait pas bougé. Mais de là où j'étais, je crois que ses yeux étaient très grands et blancs. Je ne sais pas s'ils étaient déjà comme ça avant le sable, mais je ne le pense pas. Bref, donc il y a la sorte de bonhomme de sable en face d'elle. Puis d'un coup, il explose. Le sable va dans tous les sens. Moi je ne peux toujours pas bouger, et en plus, j'ai peur, tu vois. Je comprends rien à ce qui se passe. Mais ce qui m'a le plus marqué,
c'est quand quelques secondes après, la gamine s'est mise à convulser. Mais violemment. Pendant qu'elle convulsait, elle s'est un peu élevée dans les airs. Quelques centimètres, je dirais. Et elle se tordait dans tous les sens. Quelque chose lui faisait mal, mais elle ne criait pas. Puis, elle s'est écroulée par terre. Là, j'ai voulu aller la voir, et j'ai compris pourquoi. La gamine ne criait pas. Je me suis approché, et j'ai vu ses grands yeux blancs, enfin, un. L'autre pendait sur sa joue. Mais elle ne criait pas parce que sa bouche était cousue. Je ne mens pas, sa bouche avait été cousue. À ce moment, la petite était morte. Elle ne bougeait plus. Aucune réaction quand je me suis approché d'elle. Alors que j'allais essayer de la voir, pour voir si elle respirait encore. Son œil restant a comme explosé. C'était immonde. Puis sa bouche s'est ouverte en grand, ce qui a déchiré le fil. Et des sortes de longues pattes de crabe sont sorties, de ses yeux et sa bouche, et d'autres qui ont percé le corps de la petite. Elle était en train de se transformer en sorte d'araignée, ou plutôt crabe, ou araignée des mers, vous voyez. C'était dégueulasse. Et le crabe, cadavre, a commencé à marcher, pour filer à toute vitesse dans l'eau. J'étais en train de regarder un cadavre marcher avec des pattes de crabe. Puis, plus rien. Comme si rien n'avait existé. Je suis resté comme un con à regarder l'eau, mais vraiment, tout était redevenu normal. C'est quand je me suis retourné que j'ai vu de très loin des silhouettes qui semblaient être éclairées à la bougie et qui repartaient en direction des villas. Je suis reparti auprès de vous et je n'ai rien dit. C'est pour ça que le lendemain, vous vous souvenez, je vous ai à tout prix demandé de marcher au bord de l'eau avec moi, même si vous ne le vouliez pas. Je voulais seulement voir s'il y avait des traces de sang ou autre. Mais rien. Il n'y avait rien du tout. Je sais que ça a l'air dingue, et encore une fois, peut-être que mon cerveau me joue des tours. Mais je ne pense pas. Je conduis pour Uber. Ce n'est en aucun cas un métier glamour, mais il me permet de payer mes factures et de garder le toit de mon petit studio au-dessus de ma tête. J'aime vraiment la liberté que cela me permet. Bien que je ne sois pas, techniquement, mon propre patron, je peux choisir mes heures et les courses que je veux faire. Je suppose que certains d'entre vous connaissent des gens qui conduisent pour Uber et qui font ça comme une activité secondaire ou un moyen de gagner un revenu supplémentaire décent. Cependant, j'ai eu la chance d'en faire mon travail à temps plein, et car je vis et je travaille à New York. Vous rencontrez des personnes intéressantes pendant votre travail, même si ce n'est que pour une courte période, avant de ne plus jamais les revoir. Ce qui m'amène à samedi dernier. Je venais juste de pointer, et je conduisais dans la ville, quand vers 19h30, mon téléphone a sonné, m'alertant qu'une prise en charge devait être faite. J'ai examiné les détails de la course, et j'ai vu que le client était à proximité. Il ne me faudrait pas longtemps avant d'arriver, peut-être 5 minutes environ, ce qui m'inquiète toujours, car je déteste faire attendre les gens. Ils ne sont pas très patients pour certains. J'ai alors pris la direction de la position du client. J'ai tourné dans une rue, où je l'ai vu debout devant un immeuble plutôt haut de gamme. C'était un homme plutôt grand et beau, avec de courts cheveux noirs, et vêtu d'un joli costume bleu. Je me suis arrêté devant lui et j'ai baissé ma vitre. Je lui ai demandé si c'était bien lui qui avait commandé un Uber. Il avait l'air un peu confus. Il m'a dit que oui, c'est bien lui, et m'a demandé si j'étais bien Jeff. J'ai confirmé que c'était bien moi, et j'ai sorti mon téléphone, et j'ai commencé à faire défiler pour trouver son nom. Comme il faisait noir, la luminosité de mon téléphone me faisait mal aux yeux, et je plissais les yeux vers l'écran pour essayer de voir correctement. Alors, ça veut dire que tu dois être... dis-je luttant pour trouver son nom. Bradley. Interrompit l'homme, semblant un peu irrité par toute la situation. Bradley Carson. J'ai défilé un peu plus longtemps. Ah oui, vous y êtes, d'accord. Montez dedans, dis-je en posant mon téléphone et en lui faisant signe de monter sur la banquette arrière de ma Toyota Corolla 2006. Je dois te donner du crédit, mec. Tu es arrivé ici beaucoup plus vite que je ne le pensais. Merci. C'est quelque chose que j'essaie de faire afin d'améliorer le service. Mais normalement, vous n'envoyez pas un SMS quand vous arrivez chez quelqu'un. Normalement, oui. Mais vu que je pouvais te voir debout, dehors, comme si tu attendais un taxi, je me suis dit que j'allais juste venir et demander. Acceptant mon explication, il s'assit à l'arrière et nous partîmes. Peu de temps après qu'il soit monté dans la voiture,
j'ai commencé à essayer de bavarder, ce qui n'était certes pas mon fort. « Alors, quelle est l'occasion ?» j'ai demandé. « Je vais voir ma fiancée et ses parents pour un dîner en ville. » répondit-il en sortant son téléphone. « Ah, ça a l'air adorable, félicitations pour les fiançailles, » dis-je sincèrement. « Merci. » a-t-il dit désintéressé, tout en s'amusant sur son téléphone. « Et depuis combien de temps vous êtes ensemble ?»« 6 ans et demi. » répondit-il, sans lever les yeux de son téléphone. « Ah, bravo. C'est le dîner d'anniversaire de quelqu'un ce soir ?» j'ai demandé. « Non, rien de tout ça. Ses parents viennent juste de visiter le Minnesota, et nous allons dans l'un de leurs steakhouse préférés de la ville. » Il ne faisait toujours aucun effort pour lever les yeux de son téléphone. « Ça te dérange si je mets du ska ?» j'ai demandé. « C'est une de mes musiques préférées. »« J'aime n'importe quoi, mec. » dit-il d'une voix monocorde. Je ne vais pas mentir, je ne suis pas sûr qu'il ait réellement compris ce que j'avais demandé. Mais peu importe, j'ai ajouté la musique amusante et rebondissante. J'ai trouvé que c'était une excellente bande-son pour la soirée. J'ai roulé pendant encore une dizaine de minutes, jetant de temps en temps un coup d'œil dans le rétroviseur pour voir que mon passager était toujours profondément fasciné par ce qu'il y avait sur son téléphone. J'ai eu l'impression qu'il faisait juste ce qu'il fallait pour éviter une conversation plus gênante. Je ne peux pas lui en vouloir, vraiment. Nous étions presque à son arrêt. Pas plus de 2 minutes plus tard, je me suis arrêté à sa destination et j'ai klaxonné 3 fois. Cela attire apparemment son attention. « D'accord, nous y sommes, » dis-je d'un ton neutre. Avant qu'il ne puisse répondre, cependant, son téléphone reçut une notification. Il le fixa intensément pendant une courte seconde. Ce qui suivit fut une courte et étrange pause. Jeff ?» dit-il tremblant. « Pourquoi ai-je reçu un SMS disant que mon Uber est arrivé à mon appartement ?»« C'est étrange, » murmurai-je. « Attends, ce n'est pas le steakhouse ?» a-t-il déclaré, son front maintenant plissé. Juste à ce moment-là, un grand homme chauve, vêtu d'un débardeur blanc taché et d'un pantalon de survêtement gris, a émergé de l'immeuble à notre droite et s'est tenu là, sur le perron. J'ai baissé ma vitre côté passager pour lui parler. « Hey, Chet, il est à l'arrière !» ai-je crié, en désignant Bradley avec mon pouce. « Yo, qu'est-ce que c'est ?» dit Bradley, soudainement très inquiet. Sur ce, Chet descendit les escaliers en grondant et se dirigea vers ma voiture, avant de s'arrêter à la fenêtre ouverte. « Bien joué, Mikey !» dit-il, tout en me lançant une pile de billets de $100. « Mikey ?» dit Bradley, avec un regard très confus sur son visage. « Désolé, mec », répondis-je, avec un haussement d'épaule sans enthousiasme. « Yo, laisse-moi sortir d'ici !» Bradley a plaidé, tout en essayant de trouver la serrure de la porte. Il n'a pas fallu longtemps avant que la porte soit ouverte, mais pas par Bradley. Chet l'ouvrit de force et commença à lutter avec Bradley. Bien que Bradley ait certainement semblé être en forme et qu'il ait au moins 20 ans de moins que Chet, il a été pris au dépourvu, et Chet était un mec grand et fort. « Lâche-moi, espèce de bâtard !» Bradley a crié, tout en griffant et frappant Chet. Il avait de la rage en lui, je lui accorde ça, mais Chet était beaucoup plus fort. Peu de temps après le début de leur lutte, Chet a sorti un chiffon imbibé de produits chimiques nocifs de sa poche arrière et l'a appliqué sur le nez et la bouche de Bradley. Et quelques secondes plus tard, il était éteint comme une lumière. « Merci encore, gamin !» a déclaré Chet avec un hochement de tête, avant de traîner le corps inerte de Bradley hors de la voiture, dans les escaliers et son appartement. Je me suis assis à l'extérieur de l'appartement de Chet pendant environ 15 minutes, comptant l'argent qu'il m'avait donné. Je m'étais gagné $10,000 pour ce travail. Vous voyez, Chet et ses amis sont un groupe de cannibales, et ils m'emploient pour leur apporter leur repas. Et oui, je travaille en fait pour Uber, mais pas au sens traditionnel. Je ne prends pas les gens pour les conduire à leur destination. Je cherche des emplois ouverts, et s'il y en a près de moi, et que Chet a faim, je passe les chercher. Mais au lieu de les emmener dans un bar, ou un restaurant, ou quoi que ce soit d'autre, je les emmène à Chet, qui, comme vous pouvez le voir, paye généreusement. Bien sûr, je pourrais simplement prendre des gens et les emmener à leur destination, et gagner quelques centaines de dollars ici et là. Mais travailler pour Chet paye beaucoup mieux. C'est génial, vraiment. Les gens me voient arriver avec l'autocollant Uber sur ma voiture, heureux que leur trajet soit arrivé plus tôt que prévu, et n'hésitent pas à entrer. Et je dois dire que j'aime vraiment quand les gens arrivent perdus dans leur téléphone et cessent de prêter attention à leur environnement. Cela rend mon travail beaucoup plus facile. Bon, peut-être à bientôt alors. J'espère que Chet aura faim.
Ça s'est passé cet hiver. Il faisait vachement froid en décembre, si je me souviens bien. Mes parents avaient cassé les chiottes du rez-de-chaussée en vue d'en reconstruire une plus grande. Et bien sûr, les seules toilettes restantes étaient à l'étage, bien à côté de leur chambre. Moi, ma chambre, elle était au rez-de-chaussée, à côté du garage. C'était bien en été, parce que j'avais une porte qui donnait directement vers le jardin. Je pouvais donc laisser la porte ouverte pour profiter du soleil et de la chaleur. Mais en hiver, ça caillait grave. Pour en revenir à cette histoire de toilette, j'avais la flemme de monter pour aller pisser. Alors, j'allais faire mon affaire dans le jardin, en passant par la porte citée précédemment. Et c'est là que je l'avais vue. Je pissais tranquillement contre un arbre la nuit tombée. Et comme font souvent les hommes qui pissent dehors, je scrutais l'horizon, par ennui, ou bien pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui me matait. Et en l'occurrence, il y en avait bien une. Dans mon jardin, on pouvait apercevoir les immeubles HLM à côté. Et quand j'étais gamin, on pouvait voir un tas de gens par leurs fenêtres. Maintenant, on ne peut plus voir grand monde, car l'immeuble est censé être vide. Mais il semblait que ce n'était pas le cas. Par la fenêtre, je pouvais apercevoir une femme qui me regardait en souriant. Ça m'avait mis très mal à l'aise. Du coup, j'avais très vite rangé mon engin dans mon caleçon, et j'étais rentré pour finir mon affaire aux toilettes de l'étage. Le lendemain, j'étais rentré tard du boulot. C'était une semaine sans soleil pour moi. Je partais avant son lever, et je rentrais après qu'il se soit couché. Ma flemme n'avait pas changé depuis la veille, alors je suis allé vers mon arbre habituel pour me soulager. J'ai sorti mon attirail, et j'ai commencé à uriner. Je me suis alors souvenu de ma spectatrice d'hier, et j'ai tourné la tête vers les HLM voisins. Et, à ma surprise, elle était encore à la fenêtre, avec le même sourire que la veille. Cette fois, je n'ai pas pu tout remballer, car je venais à peine de commencer, et je m'étais retenu depuis un moment. Alors je me suis dit, tant pis, et j'ai continué. Je me suis retenu de lui faire des doigts d'honneur au passage, parce que bon, dans l'histoire, c'est moi le crasseux qui va pisser dehors à la vue de tous. Même si cet immeuble est censé être vide, elle est chez elle, et c'est à moi de ne pas lui déballer mon pénis sous le nez. Après avoir fini mon affaire, je suis parti en lui faisant un signe de la main, comme pour m'excuser. Ça ne s'est pas arrêté là pour autant. Durant la semaine, à chaque fois que je rentrais du boulot, j'allais faire mon petit pipi du soir sur mon arbre, et mon admiratrice était toujours là avec son sourire. Au bout de quelques jours, j'ai pris ça pour de la drague. Peut-être que ce qu'elle voyait lui plaisait. Je me suis donc décidé à aller lui rendre visite un soir, après être rentré. Elle était au 3e étage, et selon ce que j'avais déduit, son appartement était celui au fond à droite. Comme je le pensais, l'immeuble était vide. Finalement, arrivé au 3e étage, j'ai rapidement trouvé son appartement. Je suis allé sonner, un peu anxieux, car je ne savais pas quel accueil elle allait me faire. Après tout, peut-être que son sourire était moqueur, qu'elle était là tous les soirs juste pour se foutre de ma gueule. J'ai sonné plusieurs fois, sans réponse. J'allais partir quand j'ai remarqué que sa porte était entrouverte, et qu'une odeur pestilentielle s'échappait de son appartement. Je suis entré en demandant s'il y avait quelqu'un, et on ne voyait rien. Seul un rayon de lune illuminait un peu le salon, par la fenêtre de celui-ci. C'était la fenêtre par laquelle on apercevait mon jardin. Devant celle-ci se balançait quelque chose. Je n'arrivais pas à l'identifier jusqu'à ce que j'allume la lumière. Je n'ai pas pu m'empêcher de crier quand j'ai finalement découvert ce que c'était. C'était bien une femme que je voyais par sa fenêtre. Mais elle était morte, et se balançait au bout d'une corde. Son visage était déformé par la douleur, ce qui donnait l'impression qu'elle souriait. J'ai tout de suite contacté la police, qui est arrivée très vite sur les lieux. Quelques jours après, j'ai appris que cette femme était la dernière locataire de l'immeuble, et que les propriétaires avaient fait pression sur elle pour la jeter dehors, et qu'ils avaient réussi. Elle n'avait plus de famille, et on lui avait retiré la garde de ses enfants. Elle allait finir à la rue, et ne voulant pas de cette vie, elle avait mis fin à la sienne. Une triste et sordide histoire. Finalement, ma belle inconnue souriante était en fait un cadavre moisissant. Et pour ma part, je n'irai plus jamais pisser dehors. Avez-vous déjà eu une de ces impressions que quelque chose n'était pas normal? Pas dans la journée, non, mais en pleine nuit. Je veux parler de ce soudain sentiment d'effroi, sorti de nulle part, qui vous ordonne de vous réveiller. C'est drôle. On dirait presque que le mal nocturne dégage quelque chose que notre cerveau endormi perçoit. J'ai vécu ça récemment. Ça m'a réveillé à 3 heures du matin. Normalement, quand ça arrive, vous restez immobile dans votre lit,
en faisant semblant de dormir jusqu'à ce que ça passe. Ou si vous êtes d'une humeur aventureuse, vous vous levez pour inspecter la maison et vous retournez vous coucher quand vous ne trouvez rien sans pousser trop loin. C'est ce que j'aurais dû faire. Je n'aurais pas dû me réveiller. Cette nuit-là, je me suis soudainement redressé. Pendant un long moment, je suis resté là, fixant le noir de ma maison, avant même de réaliser que j'étais réveillé. Puis, la peur est venue. Ce sentiment d'étouffement qui vous serre lentement la poitrine et se dirige vers votre gorge. J'étais seul chez moi, les yeux grands ouverts et apeuré sans raison. Je n'entendais ni les bruits d'un éventuel cambriolage, ni même les sons fantomatiques d'un tuyau qui fuit. Je n'avais aucune raison d'être paniqué, et pourtant, je l'étais. Sans plus y réfléchir, je me suis levé, et je me suis dirigé vers la fenêtre. Je ne sais pas pourquoi. J'ai tiré les rideaux juste assez pour jeter un coup d'œil à mon jardin éclairé par la lune. Je n'aurais pas dû me réveiller. Dehors, rôdant autour du jardin, il y avait un clown. Un clown avec la panoplie complète. Des manches bouffantes, un col à volant, un pantalon large et des grandes chaussures souples. Son visage peint en blanc était même surmonté d'un gros nez en caoutchouc rouge. C'était sans doute la dernière chose que je voulais voir à 3 heures du matin. Il dansait dans un silence complet, faisant des pas que seul un fou ou un enfant pouvait comprendre. Ses manières joueuses étaient obsédantes. Je les regardais avec une fascination morbide faire des tours dans le jardin, faisant de mon mieux pour ignorer la boule grossissante dans ma gorge. Il bougeait tout autour, s'arrêtant de temps en temps pour jouer avec mes outils de jardinage ou renifler mes plantes. Il a valsé jusqu'à un jeune chêne que j'avais récemment planté. Puis, il a disparu. J'ai cligné des yeux, ce n'était pas possible. Il a marché jusqu'à l'arbre tout fin, mais il n'est pas réapparu de l'autre côté. J'aurais dû le voir tout le temps vu que l'arbre n'était pas assez large pour le cacher. Mais je ne l'ai pas vu. On aurait dit qu'il avait traversé une porte invisible. Je n'aurais pas dû me réveiller. J'avais espéré que tout ça n'était qu'une espèce de rêve éveillé. Prétendre que rien n'était arrivé était plus facile que la vérité. Le clown est revenu malgré tout, nuit après nuit, et je l'ai regardé danser autour du jardin. Et à la fin de chaque nuit, il disparaissait de la même manière. Cette nuit, je l'ai trouvé en train de creuser un trou au milieu du jardin. Je ne l'avais jamais vu faire quelque chose comme ça avant, et ma première pensée était qu'il creusait ma propre tombe. Le trou s'approfondissait, encore et encore, jusqu'à ce que le bord arrive au niveau de la tête du clown. Une fois sa besogne achevée, il est sorti du trou, puis il est resté immobile pendant un moment, jusqu'à ce que, sans que je m'y attende, il secoue brutalement sa tête. Mon cœur a battu tellement fort que j'ai eu un goût de cuivre dans la bouche. J'étais sur le point de refermer le rideau, quand je l'ai vu se pencher pour cueillir une fleur. Le clown a mis la tige entre ses dents et a planté fermement la pelle dans le sol, s'étirant et admirant son travail comme un fermier fier de son œuvre. Mon cœur battait encore à 100 à l'heure, mais j'étais incroyablement soulagé qu'il ne m'ait pas vu. Comme s'il avait lu dans mon esprit, il s'est retourné et m'a fixé droit dans les yeux. Je n'aurais jamais pensé que je souhaiterais un jour avoir une crise cardiaque pour échapper à ce regard. Il a recraché la fleur et a couru vers moi. Il s'est arrêté à quelques pas de la maison, grimaçant un énorme sourire avec ses dents oranges dégoûtantes. Il a pointé du doigt le trou et m'a frénétiquement fait signe de la main, surexcité comme un enfant montrant son œuvre. Tout ce que j'ai pu faire, paralysé comme je l'étais, c'était secouer ma tête aussi fort que je pouvais en disant non. Le sourire du clown a disparu et il s'est gratté la tête, confus. Puis, il s'est à nouveau dirigé vers le trou et l'a pointé du doigt. Je lui aurais bien dit d'aller se faire foutre si j'avais pu. Il est resté là un moment, avant de faire un grand geste enjoué, puis il a valsé vers la pelle et a disparu derrière. J'ai continué à regarder le jardin, les yeux écarquillés, espérant qu'il réapparaîtrait comme la dernière fois. J'ai prié silencieusement, jusqu'à ce que j'entende la porte de mon armoire grincer en s'ouvrant. Je n'aurais jamais dû me réveiller. Comme tous les adolescents, ayant encore un an de lycée à faire, j'ai détesté mes parents pour nous avoir fait déménager. Dans la région, ça aurait pu être gérable, mais ça n'a évidemment pas été le cas. Qu'ils aillent se faire foutre. C'était un caprice, bien sûr, mais j'ai décidé de faire vœu de silence en signe de protestation.
S'ils voulaient me priver de mes amis, alors je les priverais de leur fils. L'école était rude au début, et tout le monde était très intéressé par le nouveau qui ne parlait pas. Mais finalement, l'attention autour de moi s'est estompée assez rapidement. Je pense qu'une fois qu'ils ont compris que je n'avais pas l'intention de parler, ils ont commencé à avoir peur de moi. Je devais être vraiment malade mentalement pour ne pas vouloir parler, non ? À l'origine, je n'avais prévu de rester muet que pendant le premier semestre d'école. Après les vacances d'hiver, j'avais décidé que je reviendrais à la normale. Cependant, j'ai vite découvert que j'aimais la façon dont les gens vous laissent seul quand vous n'avez littéralement rien à dire. C'est alors que j'ai décidé de ne plus jamais dire un mot. Un jour de novembre, en rentrant de l'école, j'ai retrouvé mon père affalé sur le canapé devant la télévision. C'était inhabituel. Il n'avait jamais quitté son travail si tôt. En allant dans la cuisine, j'y ai trouvé une bonne douzaine de bouteilles de bière vides sur le comptoir. Regardez-moi qui est rentré à la maison. Je me suis retourné pour trouver mon père, debout dans l'entrée de la cuisine. On pouvait clairement voir de la rage dans ses yeux. Il a lentement commencé à avancer vers moi. Devine qui a été viré aujourd'hui. Je l'ai pointé du doigt. Petit malin. Et devine qui m'a causé tout ce stress qui a nui à ma productivité. Je l'ai à nouveau désigné, avec autant de sarcasme qu'un geste physique pouvait en contenir. Il a ri cruellement. Toujours pas décidé à parler? J'ai secoué négativement la tête. Bien. Je vais t'aider avec ça. Soudain, il s'est jeté sur moi, me frappant au visage. J'ai été abasourdi un instant et me suis réveillé par terre. Je pouvais sentir que mon nez était cassé. J'ai gémi. Mon père était en train de fouiller dans un tiroir à la recherche de quelque chose. Où sont les putains de ciseaux? Du sang coulait de mon nez jusqu'à mes lèvres. Il s'est retourné et m'a regardé. Je vais m'assurer que tu ne parleras plus jamais. Il s'est approché de moi et m'a tiré brutalement du sol. Maintenant lève-toi, espèce d'attardé, et aide-moi à trouver les ciseaux. J'ai pointé le plafond au-dessus de moi. Quoi? Ils sont en haut dans ta chambre? J'ai hoché la tête. Pourquoi? Pour te couper les poils de bite? A-t-il demandé avec méchanceté. J'ai secoué la tête et j'ai souri. Il a alors commencé à comprendre. Ses yeux se sont écarquillés. Tu n'es pas si fou, hein? Lentement, j'ai ouvert la bouche, découvrant le petit bout de chair qui fut autrefois ma langue. Être médecin légiste est un travail qui demande d'avoir un estomac bien accroché. Et je vous conseille d'en avoir un, si vous tenez à savoir la suite. On est parfois confronté à des choses difficiles à regarder. Découvrir une collection de têtes d'enfants dans la cave d'un pédophile, les restes d'une mannequin de 16 ans dont le visage était pulvérisé par un fusil à pompe, ou encore la dépouille d'une toxicomane attachée à un lit, l'entrejambe ravagée. Ça fait mal au ventre. Et puis il y a ce genre d'affaires qui nous font presque baisser les bras. On voit ça et on a envie de jeter l'éponge. C'est à se demander si on ne vit pas dans un monde de tarés. C'était il y a 3 mois, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Les policiers m'ont appelé et j'ai débarqué sur une scène de crime avec mon armée de techniciens. Vous savez, ceux qui sont en tenue blanche et qui repèrent les moindres indices susceptibles de faire avancer l'enquête. On est arrivé dans un immeuble miteux, et comme l'ascenseur était en panne depuis probablement des années, on a gravi les marches jusqu'au 4e étage. J'ai su qu'on aurait du travail dès qu'on est arrivé au 3e. Je l'ai su, à cause de l'odeur. Ceux qui n'ont jamais senti la puanteur de la mort ne peuvent pas savoir ce que sent véritablement un cadavre en putréfaction. Cette odeur de viande avariée, de métal rouillé quand il y a du sang, et de merde, parce que les sphincters sont relâchés au moment du décès. Il est fort probable que vous vomissiez en le sentant pour la première fois. C'est cette odeur qui avait conduit les voisins à appeler la police. Ici, disait-il, ça pue tout le temps, mais cette fois-ci, c'était pire que tout. Et bordel, je les crois. En 11 ans de carrière, jamais je n'ai senti une pareille odeur. Elle émanait d'un de ces tout petits appartements, pour étudiants, qui ne comportent que 2 ou 3 pièces. Une salle de bain qui fait également toilette, et un salon salle à manger. Chambre à coucher, tout en un. Les rideaux étaient fermés. La seule lumière de la pièce
provenait d'un poste de télévision qui diffusait des dessins animés. Le sol était constitué de boîtes de conserve et de bouteilles de soda vides. Mais surtout, c'est dans cette pièce qu'avait été installé un lit king size, sur lequel gisait l'homme le plus gros que j'ai vu de toute ma vie. Lorsque vous parle d'obésité, vous imaginez des gens dont le poids avoisine les 100 kg, 150 au maximum, mais pas davantage. Je veux que vous ayez bien en tête le volume que représente un homme de 150 kg, pour que vous puissiez appréhender ce que représente un homme de 348 kg. Un énorme tas de peau distendue et repliée sur elle-même. Un visage bouffi qui n'avait presque plus rien d'humain. Une absence de cou et des membres plus larges que long. Il devait être mort depuis une petite semaine, mais l'abondance d'escarres sur son corps et entre les plis de sa peau avait constitué des nids douillets dans lesquels se développaient larves et asticots. Ses pieds avaient depuis longtemps déjà été touchés par une gangrène, et il ne restait de ses orteils que des os entourés de chair noire. Une main potelée était posée sur une télécommande qui permettait de changer les chaînes de la télévision. À sa droite était installé un frigo qui ne contenait que des condiments et des sodas. Le congélateur, presque aussi grand que le frigo, contenait des pizzas surgelées et des crèmes glacées. À sa gauche était branché un four à micro-ondes, et devant lui était branchée une caméra sur un trépied. Les analyses de sang ont révélé une glycémie 6 fois supérieure à la normale, et des traces de médicaments contre l'hypertension artérielle, le diabète de type 2, l'insuffisance rénale et des antibiotiques. Le reste de l'autopsie a révélé un décès par arrêt cardiaque, ce qui n'est pas étonnant puisqu'il portait les traces d'un double pontage coronarien. Ses vaisseaux sanguins étaient saturés de graisse et son foie sur le point de rendre l'âme. Sa masse musculaire était ridicule par rapport à sa masse graisseuse et ses os auraient été incapables de le soutenir debout sans céder. Dès lors, qui remplissait son frigidaire? Qui faisait sa toilette? Mais surtout, qui avait branché cette caméra? Les images que filmait cette caméra étaient enregistrées sur une carte mémoire de 1 Tera. Le fichier vidéo s'appelait Romeo 114.mkv. J'ai visionné la vidéo pour les besoins de l'enquête, mais j'aurais préféré ne pas le faire. En le faisant, je me sentais mal, comme sali par cette expérience. On y voyait la victime, ou du moins son ventre et ses jambes, le reste étant caché, passer d'une chaîne à une autre, la main fourrée dans un paquet de chips. Lorsque le paquet fut terminé, un son aigu sortit de sa bouche et une silhouette féminine apparut. Je ne saurais dire en fait si c'était une femme, car si elle avait en effet une poitrine de femme, ses bras étaient ceux d'un homme. Elle était vêtue d'une blouse d'infirmière et portait un masque en caoutchouc représentant une femme blonde. Elle a ouvert le frigo, en a sorti une bouteille de soda et a versé une partie de son contenu dans la bouche de la victime à l'aide d'un entonnoir. Lorsque la main de la victime s'est agitée, elle a retiré l'entonnoir et a remis la bouteille dans le frigo. Ensuite, elle est repartie. Une autre plainte aiguë, et voilà l'infirmière de retour pour réchauffer une pizza, des pâtes, ouvrir un paquet de chips, verser du soda, le torcher, le faire uriner dans une bouteille ou remplacer les piles de la télécommande. Et ce, jusqu'à ce qu'il s'endorme. On entend alors la porte de l'appartement se fermer à clé. La vidéo continue cependant, jusqu'à son décès. Spasmes, allaitement, et puis écoulement diarrhéique sur le lit. Le lendemain matin, l'infirmière arrive vers 6h30 et constate l'état de son patient. Elle sort alors un smartphone et entreprend de photographier son visage, son ventre, ses mains, le dessous de ses bourrelets, ses escarres et sa gangrène en gros plan. Ceci fait, elle claque la porte derrière elle et ferme à clé. La caméra continue d'enregistrer jusqu'à ce que la carte mémoire soit pleine, c'est-à-dire moins d'1 heure avant notre arrivée. Je suppose que le propriétaire de la caméra aurait dû venir la chercher, mais que l'arrivée de la police l'en a empêché. J'ignore ce qu'il ou elle aurait voulu faire de ce fichier, mais j'imagine sans peine que sur une sorte de réseau parallèle, ou peut-être le dark web, quelques personnes à l'esprit dérangé n'auraient pas hésité à mettre le prix pour voir la déchéance de cet homme. Aujourd'hui, l'affaire n'est toujours pas résolue. L'appartement n'appartenait plus à personne depuis presque 3 ans, les factures d'électricité et de télévision étaient au nom du voisin, un vieillard de 86 ans, et personne ne sait qui est la victime. Romeo 114.mkv devait être la dernière vidéo d'une longue série montrant la déchéance probablement volontaire d'un homme jusqu'à sa complète assistance. Nous n'avons à ce jour
aucune trace des autres vidéos.